Bonjour à tous, dans cette séquence de cours, nous allons parler de composition de mouvements en cinématique du solide. Alors l'objectif de cette séquence n'est pas d'établir les relations de composition, mais uniquement de les présenter et de présenter leurs principales caractéristiques. Si vous souhaitez obtenir ces relations de composition, il faudra vous reporter au cours PDF qui accompagne ce cours en ligne. Alors, si on résume la problématique générale de la composition de mouvements en cinématique du solide, on a un mouvement général à observer qui est celui d'un solide K, modélisé ici par le solide SK avec un point courant qu'on appelle PK, qui est en mouvement par rapport à un référentiel d'observation qu'on note RI. L'objectif de cette séquence est de voir comment on peut introduire un référentiel intermédiaire, noté J ici, qui va nous permettre de décomposer le mouvement global de K dans I par le mouvement de K dans J auquel on viendra composer, avec lequel on viendra composer le mouvement de J dans I. L'objectif étant de s'appuyer sur des mouvements simples, qui peuvent être par exemple le mouvement de K dans J et le mouvement de J dans I, pour obtenir les caractéristiques d'un mouvement plus compliqué, qui du coup on appellera un mouvement composé, qui est le mouvement global de K dans I. Alors, cette problématique, bien sûr, va porter sur des choses très simples, qui sont la composition élémentaire des trajectoires. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est relativement élémentaire, c'est composition simple de vecteurs. Et puis ensuite, des relations un peu plus évoluées, qui sont les compositions des vitesses et des accélérations, pour lesquelles on verra qu'on va faire apparaître des termes, qui sont des termes liés au mouvement d'entraînement, et pour les accélérations, à l'accélération de Coriolis. Alors, si on résume ce qui se passe pour les trajectoires, on va tout simplement composer la position globale du point courant PK du solide K relativement au référentiel RI qui sera noté au IPK par tout simplement la décomposition au IOJ plus au JPK. Donc on va retrouver le mouvement de K dans le référentiel J et le mouvement de ce référentiel, ou en tout cas du centre du repère J, noté au J par rapport au référentiel d'observation I. Je ne fais pas de commentaires supplémentaires, on peut évidemment caractériser les trajectoires de PK dans I, de PK dans J, et du point au J dans I. Voilà, alors si on part de cette expression-là et qu'on la dérive par rapport au temps, on va aboutir à la relation de composition des vitesses. Donc comme je vous l'ai dit, le calcul n'est pas développé dans cette présentation. Si vous voulez l'analyser, il faut vous reporter au document de cours associé. Lorsque l'on effectue cette dérivation, on obtient la relation suivante, où on trouve des choses très simples et un objet un tout petit peu plus compliqué avec lequel il va falloir être un peu précautionneux. En l'occurrence, on trouve la vitesse de PK dans I, qui est la vitesse absolue du point du solide K, du point PK du solide K par rapport au référentiel d'observation I. C'est tout simplement la dérivée du vecteur position IPK pour un observateur dans I. De la même façon, on trouve la vitesse de PK dans J, qui est la vitesse relative, donc du point PK, relativement au référentiel intermédiaire RJ. Et puis on trouve un terme complémentaire qu'on appelle la vitesse d'entraînement, dont vous voyez que la notation a été adaptée, puisqu'on a noté vitesse de PK, virgule J par rapport à I. Ce qui veut dire qu'en fait, on est en train de manipuler un objet qui est différent des précédents, dont on peut voir dans la démonstration, si vous vous y reportez, que ce terme n'est absolument pas obtenu par une dérivation. Et en l'occurrence, c'est la vitesse du point de PK qui à l'instant T coïncide, c'est la vitesse du point de J, du repère J, fixe dans J, qui à l'instant T coïncide avec PK et qui a un mouvement par rapport à I. Donc en fait, ce terme-là, on l'appellera vitesse d'entraînement et on le dira vitesse de PK considérée comme fixe dans J en mouvement par rapport à I. Si vous vous reportez au calcul, vous verrez que ce terme a été obtenu par une identification sur une formule de changement de point qui est similaire à celle que l'on obtiendrait entre deux points du solide J en mouvement par rapport à I. Donc du coup, si on veut pouvoir calculer ce terme, il faut se reporter à cette caractéristique-là et donc utiliser systématiquement une formule de changement de point qui va permettre de caractériser la vitesse de PK considérée comme fixe dans I en mouvement par rapport à I. Donc le plus simple pour comprendre, c'est effectivement de s'appuyer sur des exemples, ce qu'on fera un petit peu plus tard, mais j'insiste énormément sur le fait que ce terme-là est un terme très particulier et que, en l'occurrence, ça n'est pas une vitesse au sens de la définition et qu'il n'y a aucune formulation à partir d'une dérivation qui permet de le calculer.
De la même façon, on peut s'intéresser à la relation de composition des accélérations. Cette relation de composition des accélérations fait apparaître un terme de plus, qu'on appelle l'accélération complémentaire ou l'accélération de Coriolis, qui vient compléter, pour le calcul de l'accélération absolue, qui est bien sûr la dérivée de la vitesse absolue de pk dans i, à partir de l'accélération de pk dans j, qu'on appelle l'accélération relative, qui est la dérivée de la vitesse de pk dans j, de l'accélération d'entraînement, qui est exactement le pendant de la vitesse d'entraînement, qui correspond également à l'accélération du point de j coïncident à l'instant t avec pk, ou, dit autrement, l'accélération de pk considérée comme fixe dans i en mouvement par rapport à, dans j pardon, en mouvement par rapport à i. Finalement, ce terme-là, aussi bien pour les vitesses que pour les accélérations, on peut, si on veut se donner une image, considérer que c'est l'accélération ou la vitesse qui est communiquée à pk lorsqu'on immobilise le solide pk par rapport au référentiel intermédiaire j. Et puis un terme complémentaire, qui est l'accélération de Coriolis, qui fait apparaître la rotation de j dans i et la vitesse de pk relativement à j. Alors ce terme-là est un terme en plus qui est responsable d'un certain nombre de phénomènes. Lorsque nous ferons de la dynamique, nous serons capables de les caractériser au second semestre. C'est par exemple le terme qui est responsable de la stabilisation gyroscopique. Par exemple, si on regarde cette expérience-là, le fait de mettre en rotation une roue va permettre de stabiliser une position qui, si la roue ne tournait pas, serait parfaitement instable. Donc on voit l'opérateur ici qui est en train de mettre en mouvement cette roue. Il lui communique une vitesse de rotation suffisamment importante pour que les termes liés à l'accélération de Coriolis soient significatifs, et leur effet est tout à fait remarquable, puisque vous voyez que la roue, qui finalement est uniquement accrochée ici à une corde par l'intermédiaire d'une liaison qui serait équivalent à une rotule, possède une stabilisation horizontale, une stabilité horizontale qu'elle n'aurait évidemment absolument pas si elle ne tournait pas. Alors au fur et à mesure, bien sûr, puisqu'il y a des frottements dans les liaisons, la vitesse de rotation de la roue va diminuer, et bien sûr, cet effet va disparaître et la roue va reprendre au final sa position d'équilibre stable lorsqu'elle est immobile, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver verticale. Alors, si maintenant on revient à notre présentation, on peut également mettre en évidence d'autres phénomènes qui correspondent à l'influence de ce terme. Alors il y en a des particulièrement connus, qui sont la rotation des masses nuageuses, et donc des perturbations, et puis également la rotation en sens inverse pour le coup, dans les anticyclones. Donc on sait qu'il y a une inversion entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud sur ces phénomènes-là. Alors, pour être tout à fait précis, les effets se produisent uniquement sur des masses de fluide qui sont relativement grandes et importantes. L'histoire de la rotation de l'eau dans les lavabos est plutôt une fable, parce qu'à ce moment-là, les effets de cette accélération de Coriolis sont relativement faibles. Alors, pour être tout à fait complet, j'ai rajouté ici un tout petit élément d'avertissement sur les vitesses d'entraînement, dont on a déjà dit qu'elles étaient particulières et qu'il fallait être précautionneux lorsqu'on était amené à les calculer. En l'occurrence, sur leur caractère antisymétrique. C'est-à-dire, si je regarde la vitesse de pk considérée comme point de j en mouvement par rapport à i, c'est de l'exact opposé de la vitesse de pk considérée comme point de i en mouvement par rapport à j. Donc ça, c'est quelque chose qui tombe un petit peu sous le sens et qui est simplement associé à la réciprocité des mouvements. Alors c'est vrai pour les vitesses, mais par contre il y a un piège qui est redoutable, c'est que c'est faux pour les accélérations. Alors très souvent ça marche pour les accélérations, parce que le terme complémentaire qu'on voit apparaître dans la relation qui est ici est quelquefois nul, mais il y a un certain nombre de cas où il ne l'est pas. Donc dans le cas général, il faut mémoriser que l'accélération d'entraînement n'est pas antisymétrique, et donc on ne peut pas écrire que l'accélération de pk considérée comme point de i en mouvement par rapport à j est l'opposé de l'accélération de pk considérée comme point de j en mouvement par rapport à i. Voilà. Alors, pour que les choses s'éclaircissent peut-être un petit peu, en plus de la lecture indispensable du cours que je vous invite à faire avec beaucoup d'attention pour voir à quoi correspondent ces termes de vitesse et d'accélération d'entraînement, nous allons traiter un certain nombre d'exemples. Alors le premier que nous allons traiter ensemble
et ce que l'on appelle le pendule de l'air. Donc c'est un mécanisme dont l'architecture est présentée ici, qui à l'origine est un absorbeur de vibrations. Nous pourrons voir au second semestre à quoi correspond cette notion. Pour l'instant, nous allons en faire une description purement cinématique. Donc il est composé de deux pièces. Un premier solide qui est un solide 1, qui est en liaison avec le bâti par l'intermédiaire d'une liaison glissière horizontale. Le point A, qui est un point du solide 1, est positionné par rapport à O, qui est un point de 0, par un paramètre algébrique qui est noté X. Et cette première pièce S1 supporte un pendule, S2, qui lui est en liaison pivot d'axe AY, AY0, Y1, Y2, avec la pièce 1. Le paramètre de mouvement de 2 par rapport à 1 est noté θ. La pièce 1 est en liaison glissière avec 0. Bien sûr, les directions du repère lié à la pièce 1 sont identiques aux directions du repère lié à la pièce 0. Ce mécanisme est un mécanisme plan. Les mouvements des pièces ont les propriétés d'un mécanisme de cinématique plane, à savoir que les vitesses de tous les points sont dans le plan et les vecteurs rotation, lorsqu'ils existent, sont de direction orthogonale au plan, c'est-à-dire portés par Y. Alors, si on cherche à calculer la vitesse de B dans 0, qu'allons-nous pouvoir faire? Alors, si on se reporte à ce que nous avons établi précédemment, nous allons écrire que la vitesse de B dans 0 est tout simplement la vitesse d'un point de 2, puisque B est un point de 2, et que le mouvement d'un point de 2 dans 0 peut être obtenu en regardant au préalable son mouvement dans 1, et en ajoutant, oui j'ai écrit B là, je me suis laissé entraîner je ne sais où, plus la vitesse de B considéré comme point de 1 en mouvement par rapport à 0. Bon, très bien. Alors, la vitesse de B dans 1, le mouvement de B point de 2 en mouvement par rapport à 1 est associé bien sûr au mouvement de rotation du solide 2 par rapport au solide 1. Ce mouvement de rotation est associé à une vitesse qui sera nulle sur l'axe de la liaison pivot entre la pièce 2 et la pièce 1. Donc je peux sans difficulté dire que la vitesse de B dans 1, c'est la vitesse de A dans 1, plus BA vectoriel, le vecteur rotation de la pièce 2 par rapport à la pièce 1. Donc ça me permet de calculer la vitesse de B dans 1. Et à ça, j'ajoute la vitesse de B considérée comme point de 1 en mouvement par rapport à 0. Ce qui me donne quoi? Ce qui me donne bien sûr 0, puisque A est fixe dans 1, plus BA, c'est-à-dire moins LZ2 vectoriel, le vecteur rotation de 2 par rapport à 1, c'est-à-dire θ point Y. Alors Y, il est commun à 0, à 1 et à 2, puisqu'on a un mécanisme plan, plus la vitesse de B, considérée comme point de 1 en mouvement par rapport à 0. Alors, si je me reporte à ce que ce qui a été établi dans la partie de cours, je sais que ce terme-là, pour le calculer, je dois effectuer un changement de point avec un point du solide 1 dont je connaîtrai le mouvement. Alors je peux utiliser A par exemple, parce que A est un point de 1. Donc je pourrais dire que la vitesse de B considérée comme point de 1 en mouvement par rapport à 0, c'est la vitesse de A considérée comme point de 1 en mouvement par rapport à 0, plus changement de point, BA vectoriel, le vecteur rotation de 1 dans 0. Et bien sûr le vecteur rotation de 1 dans 0 il est nul, puisque le mouvement de 1 dans 0 est une translation rectiligne. Donc du coup la vitesse de B considérée comme point de 1 en mouvement par rapport à 0, c'est la vitesse de A considérée comme point de 1 en mouvement par rapport à 0. Bon, sachant que A est effectivement un point de 1. Donc du coup, c'est la vitesse de A dans 0. Donc ça, cette égalité-là, entre ce terme-là et ce terme-là, elle est liée au fait que le mouvement 1,0 est un mouvement de translation. Et le fait que ce soit un mouvement de translation, c'est un mouvement qui est associé au fait que tous les points ont même vitesse dans ce mouvement. Et pour ce deuxième terme, je me sers du fait que le mouvement de 1 est un mouvement de rotation
et je connais son axe, en l'occurrence AY. Et là, du coup, j'ai effectué un changement de point pour calculer ce terme-là. Alors là, je fais la même chose, je fais aussi un changement de point, sauf que comme c'est un mouvement de translation, bien évidemment, il n'y a pas de vecteur rotation, donc tous les points en même vitesse dans le mouvement à 0. Donc la conséquence de tout ça, bah, c'est que la vitesse de B dans 0, c'est tout simplement, alors, L θ point, j'ai un moins devant, et j'ai Z vectoriel Y. Z vectoriel Y, je sais que c'est moins X, donc du coup je trouve L θ point X2, puisque c'est Z2 vectoriel Y, plus la vitesse de A dans 0, c'est-à-dire X point X0, X1. Donc voilà la vitesse de B dans 0, qui comporte un terme lié au mouvement relatif, à la rotation de 1, le terme L θ point X2, et un terme lié à la translation 1,0, c'est-à-dire au mouvement d'entraînement, qui est communiqué à la pièce 2 par le mouvement de 1 dans 0, qui est X point X0. Ce deuxième terme, il faut le lire comme étant le mouvement qui est communiqué à la pièce 2 lorsque finalement j'annule la mobilité de 1, c'est-à-dire lorsque j'immobilise le solide 2 par rapport au solide 1. Alors ce calcul qu'on a fait sur les vitesses, on peut sans difficulté le mettre en œuvre sur les accélérations pour calculer l'accélération de B dans 0. En l'occurrence, l'accélération de B dans 0 sera l'accélération de B dans 1, c'est-à-dire accélération absolue égale accélération relative plus accélération d'entraînement, c'est-à-dire accélération de B considéré comme point de 1 en mouvement par rapport à 0, plus quoi? Plus 2 fois, alors le terme de Coriolis, la rotation d'entraînement, c'est-à-dire 1, 0, vectorielle la vitesse relative, c'est-à-dire la vitesse de B dans 1. Alors ce deuxième terme, il va être sympathique, hein, puisque le terme qui est là, celui-ci, là, il est nul. Et c'est 0 parce que le mouvement de 1, le mouvement 1,0 est une translation. Donc du coup, on va pas avoir beaucoup de difficultés pour le terme de Coriolis. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste deux termes, à savoir accélération de B dans 0 égale accélération de B dans 1. Alors on va calculer l'accélération de B dans 1, plus accélération de B, considérée comme point de 1 en mouvement par rapport à 0. Alors l'accélération de B dans 1, c'est quoi? C'est tout simple, puisque le mouvement de 2 dans 1 est une rotation. En l'occurrence, d'axe AY. Du coup, on connaît la vitesse. Une vitesse de B dans 1 qu'on a calculée juste avant et on a trouvé L θ point X2. Alors, j'ai pas de calcul à faire puisque je sais que du coup, l'accélération de B dans 1, lorsque j'ai le mouvement d'un point qui est un mouvement circulaire, je connais l'accélération tangente, en l'occurrence L θ seconde x2. Je sais que l'accélération normale, elle est en L θ point carré, qu'elle est dirigée vers le centre du mouvement, c'est-à-dire vers A, donc suivant moins Z2. Donc voilà l'accélération de B dans 1. Maintenant, si je m'intéresse à l'accélération de B considérée comme point de 1 en mouvement par rapport à 0, et là, je vais avoir à calculer l'accélération non pas du point géométrique B, mais du point B considéré comme fixe dans 1 en mouvement par rapport à 0. C'est-à-dire finalement l'accélération qui est communiquée à B lorsque j'annule la mobilité de 1. Je récupère quoi? Je récupère la translation 1,0. Et j'ai pas besoin d'écrire la relation de changement de point, puisque je sais que dans un mouvement d'accélération, dans un mouvement de translation, excusez-moi, tous les points ont même accélération. Donc l'accélération de B dans le mouvement 1 par rapport à 0, c'est bien sûr l'accélération de A dans le mouvement 1,0, c'est-à-dire l'accélération de A dans 0. Et ça, je la connais puisque le mouvement est une translation rectiligne de paramètre x, c'est donc x seconde x01. Donc finalement, l'accélération de B dans 0, c'est quoi? C'est la composition
du terme lié à la rotation de 1, c'est-à-dire au mouvement relatif, avec l'accélération d'entraînement, qui est associée à la translation 1,0, et plus, je l'écris quand même, une accélération de Coriolis qui est nulle. Donc voilà l'expression de cette accélération, avec ici un cas particulier où le terme de Coriolis est nul. Bon, continuons, et voyons voir si on peut raconter d'autres types de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Par exemple, on a calculé la vitesse de B dans 1. B, le vrai point, mouvement par rapport à 1. On a trouvé L, θ point, x2. Ça, on savait le faire avant de connaître la notion de composition de mouvement. On a calculé la vitesse de A dans 1, de A dans 0, pardon. La vitesse de A dans 1, elle est bien sûr nulle, puisque A est un point de 1. En l'occurrence, cette vitesse, c'est x point, x01. Et on a calculé la vitesse du point B, non pas dans 1, mais dans 0. Et là, on a vu qu'elle était égale à L θ point x2 plus x point x0 x1. Bon, on aurait pu calculer cette vitesse même avant d'avoir fait de la composition de mouvement en utilisant une relation de dérivation. On aurait même obtenu exactement cette expression-là en utilisant les relations de dérivation composées qu'on a mis en évidence dans le cours de cinématique du solide. Bon, très bien. Il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, on va faire d'autres types de choses. Par exemple, on a vu précédemment que la vitesse de B considérée comme point de 1 en mouvement par rapport à 0, c'est-à-dire la vitesse de B lorsque j'annule la mobilité entre 2 et 1, c'était tout simplement x point x0. Très bien. Je peux m'intéresser aussi au point O. En l'occurrence, si je regarde son mouvement dans 0, bien sûr, cette vitesse est nulle. Par contre, peut-être plus particulier, je peux m'amuser à calculer la vitesse de O considérée comme point de 1 en mouvement par rapport à 0. C'est-à-dire un point qui est fixe dans 0, le point O. Si je l'attache au solide 1 et que je regarde le mouvement qui lui est communiqué lorsque je l'attache au solide 1, qu'est-ce que je trouve? Je trouve tout simplement x point x0 x1. Le point O, je peux aussi l'attacher au solide 2. Je peux par exemple calculer la vitesse de O considérée comme point de 2 en mouvement par rapport à 0. Ça me donne quoi? A priori, c'est pas quelque chose d'évident, mais je suis en train de manipuler le mouvement de 0, je manipule une vitesse d'entraînement, je sais que du coup, les seuls outils que j'ai à ma disposition, c'est les outils de changement de point ou d'écriture directe du résultat si le mouvement est extrêmement simple. Donc là, en l'occurrence, je vais aller chercher la vitesse d'un point que je connais dans le mouvement 2 dans 0. Alors j'en connais plein des points, des vitesses de points de 2. Je connais la vitesse de B, bien sûr, mais peut-être plus simplement, je connais aussi la vitesse de A. Donc je peux aller dire que c'est la vitesse de A considérée comme point de 2, mais c'est un point de 2, donc c'est la vitesse de A dans 0, plus OA, vectoriel quoi? Vectoriel, le vecteur rotation de 2 dans 0. Qu'est-ce que je vais obtenir? Vitesse de A dans 0, c'est x point x0, qui est aussi x1. OA, c'est x, x01. Vectoriel, oméga 2 dans 0, c'est égal à oméga 2 dans 1, c'est-à-dire θ point y, 0, 1, 2, plus oméga 1, 0, c'est-à-dire 0. Donc θ point 1 plus 0. Donc je laisse θ point. Et donc je trouve quoi? Je trouve x point x01 plus, alors x θ point, x vectoriel y, ça me donne z, et en l'occurrence c'est z0 ou z1. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de égal ici, pardon, c'est directement x θ point z01. Bon, donc ça veut dire que si j'attache le point O au solide 2, je récupère la composante qui est liée à la translation 1, 0, bon le x point x01, et puis la composante qui est liée à la rotation de centre A. Bon, si je communique un accroissement positif à θ, clac, je vois quand je passe en haut, je récupère une vitesse verticale vers le bas, donc le rayon, je vois bien que c'est x, hein. Et donc du coup, je récupère bien x θ point dans la direction z01, donc tout ça est assez logique. Bon, et moi je vais m'arrêter là. Par contre, vous pouvez appliquer ces relations de composition de mouvement pour, par exemple, vous intéresser à ce qui se passe dans un objet qu'on a étudié en TD, qui est une architecture de pompe à un piston axiaux.
On a écrit l'équation de liaison de cette pompe, on a fait tout un tas de choses. Et ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est de calculer la vitesse de O2 dans R0 par composition de mouvement, sachant que le mouvement de 2 dans 0, c'est la composition du mouvement de 2 dans 1 plus le mouvement de 1 dans 0. Bon, c'est simple ici aussi, puisqu'on a une translation qui est la translation de 1 et une rotation qui est la rotation 1, 0. Bon, très bien, je vous laisse faire ça, on en discutera en TD. Et puis, deuxième exemple, on peut aussi calculer l'accélération de O2 dans R0, donc de la même façon qu'on a calculé la vitesse avec les relations de composition. On peut aussi s'intéresser à un mouvement composé peut-être un tout petit peu plus compliqué, puisque c'est la composition de deux rotations. Par exemple, lorsqu'on a une architecture de bras robots comme celle qui est présentée ici, où on a deux bras articulés, et où on paramètre le mouvement de 1 dans 0 par psi1, le mouvement de 2 dans 1 par psi2. Bon, c'est un mécanisme plan, les figures de changement de base sont ici, on peut bien sûr calculer la vitesse de B dans R0. Voilà, ce qui vous fait un petit peu de travail. On peut aussi calculer l'accélération si on souhaite, mais déjà calculer la vitesse. Tout ça vous fait un peu de travail, et moi je vais m'arrêter là, et je répondrai à vos questions lorsque l'on se reverra.